Les podcasts Séquence. Bonjour et bienvenue sur Séquence, une série de podcasts qui décrypte les enjeux du monde de la santé et de l'industrie au regard des problématiques environnementales et du monde de demain. Nous sommes de retour pour la dernière partie de ce podcast Séquence sur la réindustrialisation en France en compagnie de Pierre Luzeau, PDG du groupe. Séquence, notre science au service de votre avenir. Pierre, quels sont selon vous les leviers nécessaires à la renaissance industrielle en France ? Quel rôle le politique, les entreprises et la société civile doivent-ils jouer dans ce processus ? Oui, il y a un rôle essentiel du politique, comme je l'ai dit, mais le politique est aujourd'hui poussé dans ses retranchements car le besoin de refaire nation est omniprésent. Tout citoyen note les effets délétères de la mondialisation qui a été débridée et sans vraiment de règles du jeu. Ça a accentué la fracture sociale et territoriale. Et on voit des évidences, la crise des gilets jaunes, le vote des extrêmes, la contestation paysanne, et les politiques de tous les bords voient à nouveau l'industrie comme un outil de cohésion sociale et territoriale et un moyen de reconquête d'une partie délaissée des territoires. C'est un moyen de créer des emplois qui sont solides, pérennes. Ensuite, l'industrie est un outil au service de la souveraineté dans une période où les rapports entre les zones, entre les pays, se tendent. Donc nos politiques ont dû se repositionner en mode accéléré sur le sujet et ils l'ont fait différemment les uns des autres, mais ils l'ont fait tous. Au niveau européen, et ici vraiment poussé par la France qui cherche à rattraper son retard, on réfléchit à l'autonomie de notre continent. Et donc se pose la question d'une véritable stratégie industrielle européenne, presque inexistante aujourd'hui, et qui était, je le rappelle, mondialiste il y a encore moins de 5 ans. Le 20 avril dernier, dans une tribune à Anvers, plus de 1000 entreprises et organisations ont appelé l'Union européenne à mettre en place rapidement un European Industrial Act qui serait au cœur de la politique européenne pour la période à venir, 2024-2029, qui va s'ouvrir donc après les élections. J'étais présent pour souligner avec 70 autres CEO qui représentaient 8 millions de salariés et 5% du PIB européen, le besoin urgent de clarté, de prédictibilité et de confiance dans l'Europe et sa politique industrielle. Donc je vous invite à lire ces recommandations qui sont très concrètes, qui visent à renforcer l'industrie européenne en la rendant donc résiliente, compétitive et durable. Même si je reste optimiste, nous avons du chemin à parcourir pour convaincre, et il faut regarder les choses en face. Ni notre modèle social, ni nos ambitions environnementales ne sont les moins 10 ans au niveau mondial, et c'est même le contraire. Dans certains secteurs industriels, 30 à 50% de l'investissement est désormais ce qu'on peut appeler non productif, c'est-à-dire lié à des exigences européennes. J'en viens à conclure que la question du protectionnisme et surtout de l'éco-protectionnisme s'impose. Et ici, à cette question, on en pose une autre. Quel choix faire ? Est-ce que c'est celui de la concurrence entre nous, Européens, et celui de la protection face à ceux qui ont un autre modèle ? Mais dans quel cadre territorial ? Puisque, par exemple, si la taxe carbone est européenne, les bonus écologiques sur les véhicules sont nationaux. Donc on voit qu'il y a beaucoup de contradictions à gérer. Je pense qu'il faut en tirer un enseignement principal. Pendant au moins une décennie, sinon plus, nous allons devoir gérer un double impératif qui est paradoxal, à la fois de concurrence et de protectionnisme. Et donc, il y aura une nécessité de financement très inédite de nos modèles et une protection inédite de ce même modèle. Peut-être dernière remarque sur ce point, sur le réengagement du politique. Le politique surfe maintenant sur la promesse d'une industrie qui va réintégrer nos territoires avec tout son bagage technologique, la fameuse industrie 4.0, et qui porterait à la fois l'économie industrielle et le numérique, la révolution digitale et les ruptures technologiques au service d'une vision collective et très réelle. Donc je crois qu'en regard d'une économie purement numérique qu'on peut rêver, le fait de créer des produits, de créer des objets, des matières, ça parle beaucoup mieux à tous les citoyens et l'industrie rend ainsi
le monde plus humain. Et donc en s'engageant pour l'industrie, le politique, en fait, ne prend plus de risques aujourd'hui, puisque 9 Français sur 10 estiment que l'industrie est importante pour les territoires. Alors un autre levier, c'est d'investir préférentiellement sur les secteurs stratégiques pour créer un effet d'entraînement. Donc, au vu des 6 handicaps que j'ai déjà indiqués préalablement, il y a un terrain de jeu qui se restreint sur ce qui sera possible de faire. Un accès faible aux matières premières, des coûts de production élevés, des prix d'énergie qui sont aussi durablement élevés, une croissance durablement faible, ça laisse peu d'options pour l'Europe. Mais j'ai la conviction qu'il faut repartir pragmatiquement de choses simples, la pyramide de Maslow, et se dire qu'on a besoin d'assurer des besoins vitaux pour le plus grand nombre. Donc, bien manger, boire, se soigner, se défendre, assurer un monde qui soit vivable à nos enfants. Et donc, les efforts doivent être concentrés en grande majorité sur ces secteurs stratégiques parce que secteurs vitaux pour notre souveraineté. Ils sont évidemment l'agriculture, la transition énergétique écologique, les matériaux stratégiques dont on a besoin au quotidien, la pharmacie, que je n'oublie pas, et le secteur de la défense et l'intelligence artificielle. Donc, on ne pourra pas tout réarmer, en fait, face à des contraintes budgétaires qui sont fortes. Et de façon pratique, ce qu'il faut, c'est établir pour l'industrie une liste limitée de, disons, quelques centaines de produits sur lesquels nous souhaitons renforcer notre souveraineté de production et de regarder pour chacun d'eux comment on va recréer une concurrence loyale pour produire rentablement en Europe. Fixons des prix en fonction du lieu de production pour les médicaments, créons un bilan carbone comme pour le bonus sur les véhicules électriques ou introduisons des règles sur la recyclabilité ou la durabilité. Si on fait cela, je suis aussi convaincu que l'ensemble des secteurs industriels vont profiter alors de l'effet d'entraînement des secteurs stratégiques. Et c'est progressivement ainsi qu'on recrée une structure de sous-traitance, des écosystèmes qui soient performants et par percolation, ainsi, on passe du secteur stratégique à l'ensemble des secteurs industriels. Je voudrais finir sur ce levier pour rappeler qu'il est nécessaire que nos politiques soient attentifs à bien accompagner la densification du tissu industriel, et en particulier en France, en exploitant beaucoup mieux le potentiel que représentent les ETI et les PME dans les territoires. La France raisonne très souvent grand groupe en omettant ces catégories de sociétés. Alors maintenant, le troisième levier, c'est évidemment de trouver des marges de manœuvre financières. Si on cherche à passer de 10 à 15% de part de l'industrie dans le PIB, ça correspond, pour donner un ordre de grandeur, à un effort total de 280 à 300 milliards d'euros d'investissement supplémentaires sur une période de 10 ans. Donc, la rigueur budgétaire va évidemment exclure des rallonges publiques pour financer l'ensemble de cet effort, mais en revanche, réfléchissons à allouer 2 à 3% des 6 000 milliards d'euros de l'épargne financière des ménages français pour les rediriger vers ce besoin. C'est une idée. Par ailleurs, la politique de l'offre doit absolument être soutenue par une baisse des impôts de production. Le niveau des charges sociales, comme on le sait, aussi est parmi les plus élevés au monde et on doit faire un travail de ce point de vue-là. Le quatrième levier, c'est d'investir dans la décarbonation de l'industrie. Pourquoi ? Parce que c'est un levier de croissance fort. Pragmatiquement, la France possède un avantage qui est indéniable par son modèle historique de production d'énergie électrique qui est majoritairement bas carbone, donc c'est un avantage à la fois sur le nucléaire mais aussi l'hydroélectrique. Et donc la France est un lieu de production qui concilie le respect de l'environnement et un écosystème industriel. Donc il faut absolument en tirer parti. La deuxième raison de miser sur la décarbonation de l'industrie, c'est que le secteur industriel est responsable de, aujourd'hui, 18% des émissions de gaz à effet de serre. Et les investissements en cours, en particulier qui sont focalisés sur les 50 sites qui sont les plus polluants, doivent permettre de réduire d'un tiers, donc environ 6%, ces mêmes émissions à l'horizon 2030. Donc l'industrie a été la première à réduire ses émissions, elle peut le continuer, mais je rappelle qu'elle a déjà divisé ses émissions par 2 en l'espace de 20 ans. Et puis, il faut rappeler pour casser une fausse image de l'industrie que l'industrie est loin
déjà loin derrière les transports en termes d'émissions, puisque les transports pèsent pour 32% des émissions des gaz à effet de serre, l'agriculture ou le bâtiment plus de 20%. Donc on voit bien que l'industrie est d'abord aujourd'hui une solution et non la cause, puisqu'elle apporte en plus les technologies dont on a besoin sur tous ces secteurs, transport, bâtiment, agriculture, pour réduire les émissions de tous les secteurs. Donc réindustrialiser est positif pour la réduction des émissions des gaz à effet de serre. Et puis finalement, un autre argument intéressant est que, on le voit dans les chiffres, les régions qui accordent la priorité aux investissements dans l'industrie verte sont également celles où les taux d'émissions de gaz à effet de serre sont maîtrisés. En bref, accélérons sur l'industrie verte. Et puis dernière chose, il faut, pour y arriver, jouer sur plusieurs leviers d'accompagnement en même temps pour assurer un terreau fertile pour la réindustrialisation. Je vais prendre quelques sous-leviers, disons, et 4 qui me paraissent critiques à traiter d'urgence. D'abord, il faut transférer la compétitivité de nos productions d'énergie vers l'industrie. C'est absolument capital. Il faut bénéficier d'un coût d'électricité faible en France. Il faut bénéficier des coûts d'énergie verte faibles en France. C'est capital face à la Chine, face aux États-Unis, à la Russie, aux pays du Golfe. Sinon, notre industrie est morte. Par ailleurs, l'industrie amont, dans ce cadre, qui est plus consommatrice d'énergie et de matières clés que l'aval, cette industrie amont est plus fragile et donc doit être protégée pour protéger l'aval. Parce que sans amont, pas d'aval. Le deuxième sous-levier, c'est d'investir sur la formation. Il faut adapter les compétences à l'échelle territoriale. Ça exige d'augmenter le nombre d'ingénieurs et de techniciens formés en France. Ça implique la réforme des lycées professionnels dans ce cadre et une augmentation forte des contrats d'apprentissage qui marchent et donner l'envie. Aujourd'hui, il faut promouvoir l'industrie puisque seulement 1 sur 2 formés à un métier de l'industrie va finalement choisir de faire une carrière. Le troisième sous-levier, c'est d'utiliser pleinement notre foncier. Je dirais que, un peu cyniquement, parmi les avantages dont bénéficie la France, nous avons tellement désindustrialisé qu'il y a énormément de fiches industrielles disponibles sur l'ensemble des territoires et donc elles sont disponibles pour accueillir de nouvelles activités. Le dernier sous-levier que je voudrais citer, c'est de mettre en place des financements massifs, solides et pérennes. C'est une question de décision, mais l'Europe devrait pouvoir s'endetter à des niveaux équivalents à celui de ses concurrents, les États-Unis ou la Chine. Sinon, il n'y aura pas de transition. Il faut beaucoup d'investissements, à la fois, comme je l'ai dit, publics, mais aussi privés. Je finirai par dire sur ce point qu'il faut aussi bien calibrer les leviers d'accompagnement en fonction des scénarios d'industrialisation qu'on se fixe à moyen terme. Disons, à l'horizon 2030. Qu'est-ce qu'on veut ? On veut 10%, 12%, 13%, 15% d'industrie à cet horizon ? Franchement, je n'ai pas entendu d'engagement à ce stade. Et pour donner des chiffres face à ces différents scénarios, entre 10 et 15% d'industrie dans le PIB, ça représente une demande d'électricité décarbonée supplémentaire de plusieurs dizaines de terawatts. Ça peut avoir une incidence évidemment pour l'équilibre du réseau électrique de notre pays. Si nous pensons qu'il faut par ailleurs 60 000 ou bien 120 000 personnes formées au métier de l'industrie par an, et si les estimations de besoins en foncier industriel varient entre 15 000 hectares ou 30 000 hectares, c'est évidemment pas la même chose. Donc, réindustrialiser est une question de choix, de l'ambition que la France se donnera, et elle n'a ni fixé d'objectifs précis, et encore moins alloué les ressources nécessaires au moment où on se parle. Alors justement, on entend énormément parler de réindustrialisation et de relocalisation. Concrètement, où en sommes-nous ? Alors on le sait, l'industrie est une affaire de temps long et donc gommer les conséquences de plus de 40 ans de désindustrialisation n'est clairement pas simple. Mais néanmoins, je veux témoigner qu'il existe bien et factuellement un mouvement de réindustrialisation depuis des années. Alors grâce d'abord aux effets du plan de relance, et la Cour des comptes a remis un rapport en novembre dernier sur le dispositif de relocalisation sectorielle associé au plan de relance qui a été démarré à la mi-2020. Il contient des fragilités, mais on peut souligner l'importance des dispositifs qui ont été mis en place puisque, par exemple, on parle de 530 projets retenus avec des aides souvent directes et
avec une volonté duale de concilier à la fois le renforcement de la souveraineté industrielle et le soutien au tissu productif. Et puis, c'est le premier du genre, c'est le premier plan depuis près de 40 ans. Il est focalisé, heureusement, sur un nombre de secteurs limité. C'est vrai qu'au moment où l'on parle, les gains en termes de souveraineté économique sont peu mesurables, alors même qu'on vit en parallèle une dégradation forte de notre déficit commercial, mais il faut rester positif. Le deuxième signe positif, ce sont les investissements étrangers. Ils jouent d'abord un rôle moteur dans le processus de réindustrialisation. Si on prend les crues 2022 et 2023, ce sont des années records d'investissements étrangers en France dans un contexte qui est pourtant incertain. Et donc, ça confirme bien l'attractivité de la France de ce point de vue-là. Sur les 1700 décisions d'investissement annuelles, près d'un quart sont directement liées aux activités de production industrielle. Et on remarquera que 26%, c'est mieux que la proportion des 10% de l'industrie dans le pays. Un troisième signe positif, c'est l'ouverture des sites de production. Et là, c'est une inflexion nette qu'on note. Il y a 10 ans, on avait un solde entre les ouvertures et les fermetures d'usines qui était négatif en France. On fermait en gros entre 120 et 150 usines par an. Et depuis 2016, il y a un équilibre entre ouverture et fermeture. Ces 2 dernières années, le solde est positif, une centaine d'usines. Donc, c'est un chiffre qui est très objectif et qui est très encourageant. Et puis pour finir, les annonces de relocalisation. Alors évidemment, elles représentent seulement une quinzaine de % des motifs d'ouverture de nouvelles usines, mais ces chiffres sont en forte croissance. Et pourquoi ? Eh bien parce que avec un contexte géopolitique qui ne s'améliore pas année après année, les industriels cherchent à réduire leurs risques en sécurisant leurs approvisionnements et ils favorisent des circuits courts pour mieux maîtriser les chaînes de production, les coûts. Et quand on sait que dans certaines industries, le coût de rupture régulière d'approvisionnement est formidablement supérieur à celui d'un gain espéré sur des achats faits dans des zones lointaines, on voit qu'il y a un fort intérêt. Donc voilà, on peut à minima se satisfaire d'un premier effort avec la mise en place de France 2030 et on peut se satisfaire finalement d'avoir enfin un ministère de l'Industrie et de l'Énergie. C'est le premier depuis plus de 25 ans. Ce dernier épisode touche à sa fin. Pourriez-vous nous dire un mot pour conclure ? Faisons un constat amer. Les usines qui furent délocalisées il y a 30 ou 40 ans ne sont pas relocalisables en l'état, ni même leur production. Les processus industriels se sont fondamentalement transformés, les réglementations se sont enrichies, les produits eux-mêmes ont évolué. Et de même, le verbe réindustrialiser semblerait indiquer le rétablissement d'un modèle industriel de consommation de masse qui en fait aujourd'hui n'a plus lieu d'être. Donc le nouveau projet de réindustrialisation pour le monde, disons, d'après, va allier à la fois l'environnement, donc la transition écologique et économique des ressources, la souveraineté, et donc l'autonomie stratégique sur un nombre choisi de segments, et l'innovation, et donc des solutions plus performantes pour le futur. Donc je crois que nous sommes les observateurs d'un moment historique pour l'industrie en Europe, une croisée des chemins et un vrai temps de bifurcation. Donc dans un monde fragmenté, régionalisé, une industrie forte est un élément fondamental de notre destin collectif à l'échelle nationale et européenne, et notre pays doit retrouver l'affectio societatis qui fait la force des grandes nations. Et donc je forme le vœu que le volontarisme de tous les acteurs de la réindustrialisation persiste absolument. Un grand merci à Pierre Luzeau d'avoir partagé avec nous son point de vue détaillé sur le sujet et à très bientôt pour de nouveaux épisodes du podcast Séquence. Séquence, notre science au service de votre avenir.